Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Ce matin, on va voir comment booster vos ventes grâce au digital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. On y répondra à la fin du webinaire. Je vous enverrai également le support dans la journée. Voilà, je laisse la parole à Corinne de Digispin qui va vous présenter la session d'aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année. On va effectivement parler de stratégie commerciale. Un début d'année, c'est toujours à propos. Bon, je vous rappelle que ce webinaire, qui, comme vous le savez, est gratuit, parce qu'il s'inscrit dans un programme effectivement financé par BPI et France Num. Et nous répondons dans le cadre d'un consortium. Nous sommes 4 partenaires, CPME bien sûr, que vous voyez ici en tant que chef de file. Et puis Digispin pour l'ensemble des volets du digital, Cyberzen sur l'aspect cybersécurité, DPO Consulting sur la gestion des données. Donc aujourd'hui, on va avancer sur ce sujet de stratégie commerciale. En 2 mots, Digispin, nous sommes un cabinet conseil spécialisé dans la transition digitale des entreprises. Pour nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les petites entreprises à leur mesure, hein, de manière équitable, comme les grands cabinets accompagnent les grandes entreprises, mais de vous accompagner à votre mesure pour pouvoir bénéficier, tirer parti du digital. Et pour nous, le digital, c'est 4 apports majeurs. C'est d'être capable, effectivement, toute entreprise se doit de s'adapter à la digitalisation de son écosystème, être capable de répondre aux demandes de ses clients, aux demandes de l'administration, aux demandes de ses partenaires. C'est aussi le digital une capacité d'augmenter votre efficience, donc de gagner, en fait, de permettre de libérer du temps, par exemple libérer des tâches chronophages ou automatiser un certain nombre de process, que ce soit sur des petites choses très simples. Il y a 2 jours, j'ai eu un médecin qui m'a demandé de digitaliser des fiches qu'elle fait aujourd'hui à la main, mais ça va lui faire gagner elle a une solution métier, mais ce complément va lui faire gagner un temps fou. La croissance accélérée, bon, on va en parler aujourd'hui, c'est tous les leviers du digital qui vont vous permettre d'être plus visible, de trouver de nouveaux clients, de mieux fidéliser vos clients. Et puis, une fois qu'effectivement on s'est adapté, qu'on a optimisé son fonctionnement, et bien derrière, on peut se réinventer avec de nouveaux business models, de nouvelles offres, notamment pour réagir à de nouveaux entrants qui arriveraient sur ce marché. Je vais en rester là, je vous laisse aller juste voir si vous souhaitez. Nous avons pour accompagner aussi nos clients toute une offre de sensibilisation formation qui s'appelle DigiSkills, mais je vous invite à aller sur notre site internet si vous souhaitez en savoir plus. Quelques mots sur moi, pourquoi je vous parle de stratégie commerciale aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, j'ai passé les 25 premières années de mon parcours à des fonctions de management commercial et que depuis 13 ans maintenant, plus de 13 ans, j'accompagne les entreprises, les TPE et les PME, à tirer parti du digital et de l'intelligence collective, notamment dans 2 domaines. Toute la performance commerciale, donc comment, mieux se développer, comment, trouver plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Et puis, plus globalement, en remontant quelquefois un petit peu en amont, parce que la stratégie commerciale, c'est une déclinaison effectivement de la stratégie d'entreprise. Donc en comprenant effectivement le fonctionnement de l'entreprise, en voyant tout ce qu'on peut optimiser et les plans d'action qui en découlent. Je vous laisse aller sur mon profil LinkedIn si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, les choses sur lesquelles je travaille. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est des constats. Ces constats, moi, je les ai faits depuis 13 ans chez tous mes clients et quand on fait des certain nombre d'études, il y avait des études qui avaient été faites, j'appartenais à l'époque à des réseaux, on avait fait des études. Ces constats, on les faisait, je dirais, dans un grand nombre de petites entreprises. La première, c'est qu'on voyait souvent que l'action commerciale, n'était pas structurée, elle était plutôt improvisée, hein. C'est-à-dire que je vais un tout petit peu exagérer, mais à peine, je manque de clients, tiens, je vais me mettre à prospecter et puis bon, ça y est, j'ai récupéré des clients, bon, maintenant je vais produire. Ah flûte, mais dans 3 mois, j'en aurai plus et cetera. Donc beaucoup de mal à gérer et à organiser tout cela. Par ailleurs, un certain nombre de dirigeants, ont souvent une culture qui est à la fois plus technique que commerciale. C'est-à-dire qu'ils ont à cœur de fournir le service ou le produit, j'allais dire dans les règles de l'art pour leurs clients, et en s'y appliquant, mais le volet commercial quelquefois, c'est pas des choses sur lesquelles ils ont une appétence ou ils ont aussi la compétence. C'est 2 sujets qui peuvent être un frein. Puis le dernier volet, alors celui-ci, on le ressort souvent, mais c'est une vraie réalité. Le dirigeant de la petite entreprise, il doit être à la fois DRH, il doit être à la fois directeur financier, il doit être à l'époque sur la production, il doit être aussi auprès des clients, il doit être un peu partout chez le banquier, auprès de l'administration. Et donc, il a toujours des difficultés à trouver du temps et à prendre un petit peu de hauteur pour planifier tout ça. Et puis ensuite, comment faire? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier, la prospection? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la fidélisation? Est-ce qu'il vaut mieux recruter, un stagiaire pour m'aider à préparer les choses? Est-ce qu'il vaut mieux que je recrute? Mais à quel moment je dois le faire et cetera? Bon, donc comment prioriser un petit peu tout cela?
bah, c'est les dirigeants aujourd'hui ont des difficultés pour formaliser ce qu'on appelle la stratégie commerciale, tout simplement. Ça, c'est un constat. Alors, par ailleurs, ce qu'on revoit aussi, dans les études, alors il y a le baromètre croissance et digital de l'Axel qui paraît tous les ans, et les chiffres sont assez récurrents sur le sujet. Les entreprises qui ont engagé leur transformation numérique ou qui l'ont accélérée, hein, notamment durant ces dernières crises, eh ben, ont 2 fois plus de chances d'être en croissance. Là aussi, c'est des mesures qui ont été faites et notamment dès lors qu'elles utilisent le digital, ce qu'on appelle sur le très customer centric, c'est-à-dire très orienté vers la fonction client, en générant des améliorations de la satisfaction client, de la rentabilité, de la fiabilité. Voilà. Donc, le digital, c'est des leviers extrêmement puissants et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ces études le prouvent, donc il n'y a pas à hésiter. Maintenant, la question à se dire, c'est comment je m'y prends. Donc, comment s'y prendre pour construire cette stratégie en tirant parti du levier, je devrais dire des nombreux leviers, pour rebooster ses ventes. Alors, rebooster, l'idée aujourd'hui, on est dans des périodes qui sont aussi incertaines, hein, donc certains d'entre vous ont pu peut-être bénéficier des différentes crises parce que se retrouver plus seuls sur le marché ou avec des différences notables. D'autres, au contraire, ont du mal à se relancer. Mais en tout cas, à partir du moment où le digital peut aider à faire quelque chose, eh bien, autant en tirer le savoir et voir de quelle manière on peut le faire. Donc le parcours qu'on va faire aujourd'hui ensemble, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va faire ce parcours, mais bien évidemment, en fin de présentation, je vous inviterai, enfin même pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Cela étant, j'y répondrai si vous voulez bien en fin de webinaire. Donc vous les posez soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat, mais plutôt dans l'onglet questions. Comme ça, on les voit un petit peu mieux, c'est un petit peu plus clair pour pouvoir y répondre dans la suite. Donc le parcours que nous allons faire aujourd'hui ensemble, bah, il va y avoir quelques étapes. La première, c'est un état des lieux, c'est-à-dire que pour effectivement pouvoir se remettre en place, bah, déjà, il faut savoir où on en est. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez regarder? Comment doit-on s'y prendre? À partir de tout cela, on sera en mesure de construire une stratégie commerciale et puis derrière, de mettre en place des outils, de construire son plan d'action et surtout derrière, de le piloter. Donc voilà un petit peu les différentes étapes que nous allons suivre. Alors cet état des lieux, j'allais dire que c'est vraiment le pilier, c'est vraiment la manière déjà dont vous partez et qui vous êtes. La plupart des entreprises croient qu'elles se connaissent très bien, mais lorsqu'on pousse le sujet un petit peu plus loin, ben, on se rend compte qu'il y a des questions qui n'ont pas forcément été posées ou sur lesquelles il n'y a pas forcément de réponse. Cet état des lieux, moi je suggère de le faire assez régulièrement, dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça peut être tous les ans, an et demi, ça veut dire qu'on n'est pas non plus tous les matins en train de le faire, mais à une fréquence de 18 mois, 2 ans, ça peut être quelque chose d'intéressant ou en tout cas lorsqu'il se passe quelque chose de significatif dans votre environnement. Il vous permettra de faire le point et puis de voir où on peut faire digitaliser tout cela. 2 approches complémentaires. Déjà, il faut se connaître soi-même. Alors connaître, quand je dis soi-même, son entreprise, hein. Diagnostiquer vos actes d'amélioration, vos forces et puis aussi pouvoir connaître votre écosystème. Mieux vous positionner parce que les choses bougent beaucoup aujourd'hui et bougeront de plus en plus. On est dans un contexte de plus en plus incertain, volatile et donc il est très, très important de toujours rester en veille pour, être capable de saisir une opportunité qui se présente, hein. Certains parlent de chance, moi je préfère beaucoup parler d'opportunité et puis aussi, il y a pu y avoir des menaces, il faut les identifier pour pouvoir, se mettre en mode de réaction. Commençons par, mieux se connaître. Alors, dans toute la présentation, j'ai surligné en bleu, vraiment les apports du digital. Donc, peut-être que certaines choses ont été faites, mais au moins quand vous aurez le replay du webinaire ou quand vous aurez le support, hein, puisque tout ça vous sera avancé, vous pourrez regarder ces zones en bleu pour pouvoir bien assister. La première chose, je ne vais pas parler d'offres, je ne vais pas parler de produits, mais je vais plutôt parler de propositions de valeur. C'est-à-dire que, encore une fois, il va falloir se mettre à la place du client. Et dans toute cette démarche, c'est un concept de base, c'est ce qu'on appelle customer centric, c'est-à-dire vraiment personnaliser un petit peu tout cela. Alors, effectivement, vous pouvez avoir différents types de profils, on y reviendra tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle les personas en marketing, mais déjà au moins à quel besoin client, à quel besoin de mes clients je réponds. Alors, effectivement,
les anglo-saxons parlent de peine, quelle peine, P-A-I-N, comme le pain en français, qui sont en quelque sorte quel besoin, quelle difficulté ou quel problème je vais résoudre pour mon client et qu'est-ce qui fera qu'il sera mieux après? Quels sont les bénéfices qu'il va en tirer? Donc ça, c'est extrêmement important. Il suffit pas de dire que votre produit, il mesure 24-33, qu'il est rouge, qu'il est vert ou qu'il a quelque chose, mais s'il permet à l'entreprise de faire quelque chose de mieux, s'il résout un de ses problèmes, bah, c'est là que vous pourrez y voir des éléments vraiment importants. L'idée, c'est aussi de bien connaître ses capacités, l'outil de production. Alors même quand on fait des services, bien sûr, hein, c'est-à-dire que, de voir effectivement, est-ce qu'aujourd'hui avec les ressources que l'on a, on est capable d'avancer? Et si on avait des pics de charge, bah, être capable de dire sur quelles ressources externes je pourrais m'appuyer, par exemple. Bien. Sur tous ces sujets-là, le digital peut avancer notamment pour au niveau de la R&D, pour créer de nouvelles offres, pour créer de nouvelles approches. Donc je vous invite à y réfléchir. Le deuxième sujet sur lequel on doit mener une réflexion, c'est ce qu'on appelle les cibles clients. Donc, une des plus grandes erreurs, ce serait de dire que ma cible, c'est tout le monde. Quand on est une entreprise internationale, voire et avec des gros capitaux, je pense toujours à Apple quand je parle de cela, on n'a pas à se poser la question qui est ma cible? Est-ce que ce sont les jeunes, les vieux, les ci, les là, et cetera? Non. Mais quand on est une petite entreprise, on doit travailler de manière, j'allais dire, beaucoup plus chirurgicale et définir des cibles, c'est-à-dire des sous-ensembles par métier, par taille d'entreprise, par lieu géographique, sur lesquels on va se positionner. Et puis, on va aussi regarder la part de marché qui nous est accessible. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'imaginez que vous êtes vendeur de farine et que vous voulez vendre votre farine à des boulangers. Eh bien, vous dites, je vais prendre tous les boulangers de l'Île-de-France qui ont telle taille, etc. Donc là, vous allez arriver à un nombre. Quand vous allez un petit peu plus zoomer par département, par exemple, vous allez arriver à un autre nombre. Mais certains d'entre eux ne vous seront peut-être jamais accessibles. C'est-à-dire qu'il y a des parts de marché auxquelles on ne peut pas toucher. Imaginons que ceux-ci fassent partie de groupements et que le groupement soit acheté au niveau européen, bah, peut-être que votre capacité ne vous permettra pas d'atteindre ce niveau européen. Donc en termes de part de marché, il n'y a pas toujours des marchés qui vous sont accessibles. Bien. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est ce qu'on appelle le mix marketing, et là je l'ai indiqué par mix produit-marché, c'est-à-dire quelle offre vendez-vous à quel client. Et ça permet de savoir, d'identifier ce que j'appelle des trous à la raquette, c'est-à-dire que vous avez peut-être 3 gammes de produits, qui certes peut-être peuvent s'attaquer à des cibles différentes. Imaginons que vous ayez des offres qui peuvent s'attaquer à des clients consommateurs et d'autres plutôt des clients entreprises, hein, c'est-à-dire du B2C ou du B2B. Bah, peut-être qu'il peut y avoir quand même des choses croisées, c'est-à-dire que, bah, vous pouvez quand même peut-être vendre certains produits aux populations, correspondantes. C'est-à-dire que si ce produit, vous l'aviez dédié à des consommateurs, peut-être qu'en y rajoutant un petit peu quelque chose, il peut être aussi intéressant pour des entreprises. Idem pour les offres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, c'est de se dire aussi, beh, le digital, et on va le voir de manière tout à l'heure de manière beaucoup plus précise, grâce au digital, je vais pouvoir atteindre des cibles qui ne m'étaient pas atteignables jusqu'alors. Par exemple, pour la proximité géographique ou par rapport, à la proximité géographique, c'est quelque chose d'important, ou par rapport à je vais pouvoir atteindre des personnes que je n'arrivais pas à joindre par mes commerciaux ou par des choses comme ça, notamment par exemple par les réseaux sociaux, on y reviendra. Donc ça veut dire qu'il faut aussi élargir un petit peu ce que certains appellent le champ des possibles, autrement dit les cibles qui vous sont, atteignables par le digital. Le troisième point est extrêmement important, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vos produits, vos offres, vous avez vos clients, mais il faut avoir une excellente connaissance client, alors client au sens global, hein, en analysant les ventes et si on peut les marges. Je dis bien si on peut parce que j'ai vu très, très peu de clients, moi, dans les petites entreprises que j'accompagne depuis, plus de 13 ans, qui étaient capables d'analyser les marges par client ou par groupe de clients ou par typologie de clients, appelons-le comme on veut, hein, c'est-à-dire que par segment de marché, par exemple. Mais déjà, si vous êtes capable de savoir exactement les parts de chiffre d'affaires par offre, client, voir un petit peu aussi, tel type de produit vendu à tel client, ça représente quelle part de mon chiffre d'affaires, et cetera, c'est capital. Et ça, le digital vous permet effectivement d'analyser dans tous les sens vos historiques de vente. Alors, sous réserve que toutes les informations figurent dans vos historiques de vente. Et c'est là-dessus qu'il faut éventuellement travailler ou qu'il faut enrichir vos bases pour que justement tous les critères soient là. Ce qui est très important aussi, c'est de regarder le comportement des clients. Là, on est en train de chercher à booster ses ventes. Bah, déjà, si c'est plus, vous savez tous comme moi que c'est plus facile de revendre à un client existant que d'aller en chercher un nouveau, hein. Il y a des statistiques, en veux-tu, en voilà sur ce sujet. On va rester là au niveau global parce que les chiffres sont plus ou moins exacts. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, si vous voyez qu'un client qui vous achetait régulièrement bah, commence à moins vous acheter régulièrement
ou est parti depuis 1 an, il faut l'avoir constaté. Alors, si vous avez un nombre de clients limité, ça saute aux yeux, mais quelquefois, on peut avoir un nombre de clients, enfin une activité avec un nombre de clients qui sont beaucoup plus dilués, il faut le regarder. Il faut aussi absolument être capable de savoir mesurer une dépendance. Alors, il y a les dépendances au niveau client, mais attention, ce qu'on appelle le risque client. Si vous travaillez avec des sociétés qui sont filiales de grands groupes, le grand groupe peut vous demander: «Dites-moi, j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui le chiffre d'affaires que vous faites avec tout le groupe parce que, moi je ne veux pas enfin, participer ou contribuer à une dépendance». C'est-à-dire que si votre chiffre d'affaires, il y en a 70 ou 80 qui reposent que sur un groupe, même si c'est entre multiples clients, bah, vous pouvez avoir des soucis et les choses peuvent s'arrêter très rapidement. Donc ça veut dire que ça, on doit être absolument capable de le faire, de le mesurer, de le suivre et en tout cas d'être conscient du risque que l'on court, même si des fois on n'a pas le choix et on sait qu'on a un risque et cetera. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle le parcours client. Alors certes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu pour certains d'entre vous parler de ce concept. Avec le digital, on va se trouver aujourd'hui avec ce qu'on appelle des points de contact numériques du client ou des points de contact physiques. Alors j'entends certains de vous qui vont me dire: «Ah oui, mais moi je ne vends pas en ligne». Mais attention, différentes étapes dans ce parcours. Aujourd'hui, placez-vous, vous, de côté consommateur. Quand vous recherchez à acheter quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous posez une question sur internet en disant, «Je recherche ci» et cetera, ou vous tombez sur une pub, ou vous avez quelque chose, tout à coup, donc vous vous mettez en recherche. C'est cette première phase qu'on appelle la découverte, sur laquelle vous pouvez tomber sur une publicité en ligne. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté quelque chose parce que, bah, j'ai vu une publicité en ligne qui j'ai dit: «Tiens, très bonne idée, je vais l'acheter». Ou vous recevez un email, ou vous avez des publicités sur les réseaux sociaux, vous avez des choses comme ça. Et puis, plus le temps passe, plus vous allez vous intéresser à quelques offres. Bon, pas toutes, mais quelques-unes. Alors vous allez aller rechercher sur leur site internet, vous allez les rechercher, sur, vous allez les rechercher sur leur blog, bon et puis vous allez peut-être vous inscrire à une newsletter, on va vous annoncer des choses, il y a peut-être un centre d'appel qui va vous donner et puis, bah, vous allez vous retrouver pratiquement acheté. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 compétiteurs, par exemple, vous vous dites: «Tiens, avec qui je pourrais acheter? Qu'est-ce que je pourrais faire?» Ou vous allez aller sur un magasin physique et puis l'achat va se faire. Et puis, bah, vous allez échanger avec des mails et cetera. On va vous demander à un moment donné: «Tiens, au fait, est-ce que vous avez été content des relations que vous avez eues avec moi?» On va mesurer votre satisfaction, on va voir si vous êtes content, qu'est-ce que vous nous suggériez de faire mieux et cetera. Donc là, il va y avoir des services et puis, bah, il y a après ce qu'on appelle le service après-vente, où là, bah, vous pouvez être amené à demander un complément de service ou à demander un mode d'utilisation et puis, bah, là encore, on vous redemande: «Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous recommanderiez, votre produit à quelqu'un d'autre?» Et puis voilà, puis vous direz: «Oui, je suis extrêmement content» ou pas, hein, ça dépend, mais l'idée, c'est que vous dites: «Je suis extrêmement content» et qu'à ce moment-là, bah, vous puissiez être, bah, être ce qu'on appelle un ambassadeur de la marque. Tout ce que je viens de vous décrire là et que vous avez sûrement vécu tous dans votre vie personnelle, c'est complètement vrai aussi, qu'on soit en B2B, en B2C, dans tout type d'entreprise. Et donc, c'est les parcours vers lesquels il va falloir que toutes les entreprises évoluent, c'est-à-dire avec des points de contact physiques et des points de contact numériques. Au moins au début, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de visibilité sur internet, bah, c'est clair que vous n'existez pas. Si vous ne communiquez pas, si vous n'avez pas de contenu, si vous ne dites pas sur quoi vous êtes, même quand vous avez un magasin physique, vous savez très bien que les gens, avant les soldes, bah, veulent voir un petit peu ce qu'il y a dans votre boutique pour avant de se déplacer, trouver ce qu'il y a. Donc tout ce parcours, il va falloir un petit peu le dessiner. Alors, on ne fait pas ça en un jour évidemment, mais au moins se poser les bonnes questions. Mon client, quel parcours il fait avant d'arriver jusqu'à moi? Je suppose que vous posez la question quand quelqu'un soit rentre dans votre boutique, soit vous appelle pour travailler et cetera, «Comment vous m'avez connu?» C'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre et l'intérêt, c'est aussi de travailler, quand vous avez des équipes avec l'ensemble de vos équipes sur ces sujets parce que, ça peut être le comptable qui relance pour une facture qui rentre complètement dans ce process ou bien ça peut être, un quelqu'un qui travaille dans le service après-vente ou ça peut être un de vos commercial ou ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe, mais toutes les personnes de l'entreprise sont concernées par ça et ça, c'est un des points capitals du changement du digital, c'est-à-dire que ce mixte entre les points de contact dits physiques et numériques, bien, il faut qu'il y ait le moins de friction possible. Et quand on dit de friction, c'est-à-dire de difficulté pour la personne pour le client qui navigue autour de tout ça. Et il faut qu'elle puisse retrouver, je dirais, être bien et dire: «Ben, on s'est bien occupé de moi pendant tout cela pour pouvoir avancer». Et encore une fois, j'insiste, c'est vrai aussi bien sûr pour les parcours d'achat en B2B. Alors ça ne veut pas dire que vous avez à mettre tout ce qui est en place dans tout ça, hein, tous les réseaux sociaux, tous les sites, tout ce qu'il y a là, mais ce schéma vous donne, si on devait faire tout jusqu'au bout, voilà tout ce qu'on pourrait avoir, dans son parcours client. Donc une approche un petit peu différente. Alors ça veut dire que ça aussi, ça va avoir des impacts. Il va falloir aussi vous poser des questions sur votre organisation commerciale.
aujourd'hui qui s'occupe de la prospection, de la fidélisation, de l'administration des ventes, des partenaires. Alors quelquefois, c'est une seule personne, hein, c'est même peut-être des fois le dirigeant. Mais il faut aussi se poser la question parce que, bah, il y a des impacts sur la prospection. Effectivement, aujourd'hui, si on met des leviers en place du digital, la prospection devient complètement différente, hein. On ne doit pas se retrouver la première fois qu'on voit un client, beh, il a déjà fait tout un parcours sur internet, donc il faut bien se comporter un peu différemment. Donc il faut adapter son comportement. L'administration des ventes, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, il va y avoir, c'est pas uniquement une fonction de back office et de livraison ou de planification des choses, ça va aller beaucoup plus loin. La fidélisation, c'est capital et puis les partenaires font partie intégrante de votre écosystème et cette question-là sur l'organisation commerciale aujourd'hui, comment on va pouvoir la faire évoluer, c'est un sujet qu'il faut regarder. Alors, on va zoomer maintenant un petit peu sur chacune des étapes du parcours, hein, qu'on a vu tout à l'heure et la première, l'idée, c'est de dire, ben voilà, il y a des gens qui comment je vais pouvoir transformer en quelque sorte, alors ce qu'on appelle des étrangers, c'est des étrangers à votre écosystème, des étrangers en visiteurs de mon site. Comment je vais venir quelqu'un chez moi? Comment j'attire les gens? Là, il y a 2 manières de faire. Soit vous prenez votre haut-parleur, hein, c'est-à-dire que vous parlez, vous faites de la communication, vous dites des choses. C'est ce qu'on fait quand on fait des salons, quand on fait des communications presse, quand on fait du phoning, quand on fait de l'emailing. Mais ça a des limites. Ça a des limites déjà, bah, le push, le RGPD, parce qu'il faut que les gens vous aient donné leur consentement pour aller communiquer vers eux. Et puis, bah, ça a des limites, c'est-à-dire qu'on vous entend ou on vous entend pas, voilà, hein. Heu, Par ailleurs, il y a une autre manière de faire, et notamment avec le marketing digital, ça va être d'attirer tel un aimant, hein, c'est ce que représente un petit peu ce qui représente ça, donc de faire de l'inbound marketing, de faire venir les gens vers vous, grâce à plein de choses. C'est votre site, un site internet avec tous les avantages qu'il peut avoir. Alors, on parle de SEO, donc le SEO, c'est ce qu'on appelle aussi le référencement naturel et qui s'appuie effectivement sur un certain nombre de mots-clés que vous avez définis, que vous avez, mis dans des contenus. C'est-à-dire que dans des livres blancs, dans des articles, dans des choses comme ça, les gens vont pouvoir vous retrouver. C'est aussi ce que vous faites quand vous faites du référencement payant. Donc ce référencement payant, c'est soit l'achat de mots-clés Google, soit des publicités digitales que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, par exemple, qui là, vont aussi vous attirer des gens. C'est aussi d'avoir une interface qui soit tout à fait, appropriée, hein, ce qu'on appelle l'UX pour, bah, qui soit c'est pas le tout de faire venir les gens sur votre site internet, mais encore faut-il qu'ils y restent. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire sur votre site, voire votre blog, ainsi que vos réseaux sociaux, vont pouvoir attirer des gens vers vous et là, il faut construire une vraie stratégie de web marketing. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le web marketing est quand même intimement lié avec toute la génération de leads dans un parcours commercial, bien évidemment. Marketing et commerce doivent travailler toujours ensemble. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir définir ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire vos clients types, hein. Alors, quand on veut aller loin dans le persona, ça peut être par exemple, sans aucun sexisme de ma part, bien au contraire, une femme de 50 ans, qui habite dans telle région, qui, aime bien, faire tel type d'activité aussi, voilà, voilà. Ça veut dire où est-ce que je vais pouvoir aller la trouver, sur quel réseau social et on me pose souvent la question: «Mais sur mon activité, quel réseau social dois-je utiliser?» Bah, c'est quand on connaît son persona, qu'on sait sur quel réseau social on va aller le trouver. Il y a d'autres éléments, hein, on a un webinaire sur ce sujet en mars, il y a bien d'autres éléments, mais ça en fait partie. Et l'idée, c'est d'avoir des contenus pour communiquer. Donc ça veut dire que certes, le digital vous permet de faire des choses, mais il y a aussi de l'humain qui va permettre de mettre des contenus. Et ChatGPT ne fera pas tout, hein, c'est aussi l'humain qui rajoute des choses intéressantes dans tout ça pour faire venir les gens et leur montrer effectivement que vous avez un certain savoir-faire et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Donc ça, effectivement, bien se poser la question de l'outbound, donc la communication, mais avec des limites, et puis l'outbound, donc toute cette partie-là, qui fait en sorte que les gens viennent vers nous. C'est-à-dire que, bah, vous les attirez sur votre site, et puis quand ils sont sur votre site, ils vous disent: «Ah ben c'est intéressant, l'offre qui est faite et on pourrait avancer avec cette entreprise de telle ou telle manière». Mais comment aussi convertir, je dirais, ces gens qui viennent sur votre site, bah, l'idée, ça va être de passer à ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire de pousser les gens à faire quelque chose, télécharger un document, partager un fichier, regarder une vidéo, inviter les gens à nous contacter, à s'inscrire à une newsletter, et cetera, et cetera. Et là, les gens vous donnent leur consentement et c'est à partir de là qu'on va pouvoir leur envoyer des mails, qu'on va pouvoir leur donner des infos, on va pouvoir les inviter à des événements, leur envoyer des promotions pour justement les inciter à venir. Donc première étape, j'attire et puis ensuite je convertis ces visiteurs en ce qu'on appelle dans le jargon marketing des leads capturés, autrement dit des pré-prospects, pour pouvoir effectivement commencer à travailler avec eux. Alors après, bon, on va arriver dans la partie vente. Donc là, quel canaux de vente peut-on avoir? Alors,
les canaux de vente aujourd'hui, heu, il y a un certain nombre de manières de faire. Bien évidemment, il y a toujours les forces de vente, hein, précises, physiques qui existent, mais elles vont pouvoir utiliser effectivement les réseaux sociaux ou ce qu'on appelle le social selling pour aller chercher de nouveaux interlocuteurs. Autrement dit, et là on a fait, et on en fera encore, des webinaires sur comment utiliser LinkedIn pour prospecter, mais c'est surtout comment aller chercher, des interlocuteurs, que j'ai du mal à appeler parce que, je vais pas prendre mon téléphone et puis dire: «Bonjour monsieur, j'ai envie de vous appeler», mais plutôt regarder, quels sont les sujets auxquels ils s'intéressent, quels sont les problèmes qu'ils cherchent à résoudre, notamment par les réseaux sociaux et puis comment je vais arriver. C'est aussi cette approche multicanale, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les gens peuvent commencer à aller sur votre site internet, se poser des questions et puis arriver, dans votre boutique, dans votre magasin ou dans votre, showroom, peu importe et puis vous dire: «J'ai vu sur internet que vous faisiez ça», et là, ils vont se retrouver en face d'un commercial qui devra aussi adapter son discours parce qu'effectivement, si, il faut absolument avoir la cohérence et ça, c'est un point extrêmement fort à avoir, la cohérence entre la partie physique et la partie digitale. Votre commercial doit raconter la même chose que ce qui est écrit sur votre site internet et réciproquement, votre plaquette aussi. Donc la cohérence de tout cet ensemble pour que ça marche bien est essentielle. Et puis c'est aussi l'évolution du comportement de vos clients B2B. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui me disent: C'est vrai que pour un premier contact, mes clients aiment bien avoir affaire à un commercial, ils savent qu'il existe, ils savent qu'il est là, qu'ils peuvent compter sur lui, mais quand ils veulent passer des commandes de réapprovisionnement, on travaille ensemble depuis longtemps, donc on connaît bien vos offres. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir un espace de vente en ligne dans lequel on puisse, au moment où on est prêt, le soir quand vous êtes fermé, ou le dirigeant dit: «Le soir quand j'ai une idée» et cetera, aller au moins faire du click and collect, si ce n'est faire de la vente si le produit le permet, quoi, voilà. Donc les clients B2B aujourd'hui veulent absolument pouvoir acheter en ligne. Ça, c'est une vérité. Alors évidemment, après certains vont me dire: «Oui, mais mon offre n'est pas adaptée» ou ci ou là, autre chose. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. En tout cas, il doit y avoir un site en ligne pour au moins être site vitrine et sur les sites de vente en ligne, il peut y avoir quand même toujours un petit quelque chose qui peut être vendu ou qui peut être, au moins prévendu, voilà. Et puis ensuite, il y a aussi le sujet vente en ligne. Alors vente en ligne, il y a le site, j'en ai parlé, mais il y a aussi ce qu'on appelle les plateformes spécialisées, où il y a bien aussi les marketplaces. 2 mots sur ces sujets, comment choisir le site, enfin comment un petit peu arbitrer entre ces différentes choses. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est pas, les plateformes et les gens comme Amazon, donc les marketplaces vont me prendre de l'argent, vont me donner des conditions impossibles, donc j'y vais pas. C'est pas tout à fait ça. Heu, c'est vrai que sur la vente en ligne, l'avantage majeur, c'est de maîtriser votre image, maîtriser la relation client, être avec le client et cetera. Ce que vont apporter, les plateformes spécialisées, c'est qu'elles apportent un cheminement. Déjà, elles vous permettent de toucher des cibles que vous n'auriez peut-être pas touchées parce que les budgets marketing, que vous mettez sur votre site internet ne vous permettent pas de toucher une clientèle aussi large que les places de marché. Alors c'est vrai qu'effectivement pour, pouvoir être en bonne position aussi sur les sites, spécialisés ou les marketplaces, il faut être percutant, il faut mettre aussi un budget, mais il faut voir aussi ce que ça va vous donner en termes de résultats. Donc aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est de l'immédiateté, c'est de la sécurité, c'est des livraisons rapides, c'est des choses comme ça et une petite entreprise avec juste un site de vente en ligne est absolument dans l'incapacité de le faire. Donc il faut savoir plutôt est-ce que c'est je fais une vente ou je la fais pas? Donc c'est un petit peu là-dessus qu'il faut vraiment regarder en fonction de ses produits, en fonction des clients qu'on veut atteindre et bien le juste équilibre que l'on va trouver entre il y a des choses que je fais sur mon propre site et il y en a d'autres que je peux faire peut-être ou peut-être pas, mais au moins se poser des questions sur des plateformes spécialisées. Alors quand je parle de plateformes spécialisées, c'est, des sites de vente en ligne, comme par exemple si vous avez du bricolage, Leroy Merlin peut mettre en place aussi vos produits. C'est-à-dire que sans forcément que vous les vendiez, dans les boutiques Leroy Merlin, enfin dans les magasins, Leroy Merlin. Donc c'est des plateformes comme ça par métier, sur lesquelles les clients aiment bien pouvoir faire des comparaisons aussi, hein. C'est-à-dire que quand on est sur votre site, on ne peut pas faire de comparaison, on n'a qu'une offre. Alors que quand on est sur une plateforme spécialisée, les consommateurs ou les clients peuvent vouloir faire des comparaisons entre offres, donc ça peut devenir complètement intéressant, voilà. Donc il faut vraiment regarder, c'est un sujet à part entière, qu'on va pas résoudre aujourd'hui, mais en tout cas, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et puis il y a toujours aussi, l'aspect, apport d'affaires, l'aspect prescripteur. Donc là, on n'est pas forcément dans le domaine du digital. Le digital peut aider à gérer tout cela. Il peut l'aider parce que, c'est, un moyen d'échange avec vos partenaires ou un moyen d'échange d'animer un réseau d'apporteurs d'affaires et ça peut être aussi extrêmement extrêmement vertueux. Donc
On sait bien que là, les canaux de vente, il y a vraiment un levier très, très fort qui peut être mis en place et l'idée, c'est d'y aller progressivement, pas forcément de mettre tout en place parce que, est-ce que votre entreprise aujourd'hui, là, parmi les questions à se poser, c'est: «Est-ce que votre entreprise est prête à se mettre à la vente en ligne?» C'est un vrai projet d'entreprise, hein, se mettre à vendre en ligne quand on ne le faisait pas avant, parce que c'est, il faut travailler de manière, différente. Il faut être capable d'absorber ces pics de charge, il faut être capable d'absorber ce que les clients vont vous demander. Voilà, donc faut vraiment regarder tout cela et c'est quelque chose qui se prépare, mais qui est un levier extrêmement intéressant. J'ai un exemple en tête actuellement d'un client que j'accompagne, qui veut absolument mettre les ventes en ligne, notamment pour ses clients et pour une vraie catégorie de produits, parce que c'est des produits très, très lourds qui sont, en fer et donc, en acier pardon et qui sont très, très lourds, enfin en fer aussi, très, très lourds et donc, eh bien, elle ne peut pas évidemment tout vendre en ligne. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises là, mais au préalable, avant de faire cette vente en ligne, eh bien, on a dû automatiser des choses, qui aujourd'hui sont faites à la main pour que les équipes récupèrent du temps et soient disponibles aussi pour gérer les ventes en ligne. Donc c'est un petit peu toutes les questions qu'il faut se poser. Quel bouleversement? Est-ce que mon entreprise est prête à avoir ce changement, à avoir cette transformation? Et est-ce que les gens sont prêts à y aller? Puis, il faut quand même mettre aussi un budget sur le là, mettre un budget sur le sujet. Mais ça vaut le coup quelquefois en termes de retour sur investissement. Autre point important, c'est, effectivement le comment vais-je pouvoir mieux gérer mes clients, mieux connaître mes clients et gérer cette information et la partager avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les CRM. Un CRM, c'est pas uniquement une liste de clients, mais c'est ce qui va vous permettre de gérer toute l'information d'un client, toutes les interactions que vous avez avec un client, les coups de fil, les mails, les commandes qu'il peut vous passer ou même jusqu'aux factures, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé de les mettre dedans, mais en tout cas, toutes les interactions, savoir un petit peu où vous en êtes avec lui et puis aussi de mettre en place des process. Heu, Moi, je vois pas mal d'entreprises dans lesquelles on fait des devis, on en fait pas mal, mais des fois, on oublie de les relancer, on les relance pas au bon moment ou, le temps passe et puis on se dit: «Ah flûte, tiens, en fait, ce client-là, qu'est-ce qu'il est devenu?» J'en sais rien. Donc ça permet de mettre des process, ça permet de savoir pour le dirigeant à un instant T, quel est son pipe commercial, c'est-à-dire l'ensemble des devis qu'il a en cours, qui sont en cours d'examen chez ses clients, de voir aussi les prévisions peut-être de chiffre d'affaires, de mieux piloter son activité parce que, on peut imaginer, moi je sais que j'ai mis des ratios des fois chez des clients, on avait une enveloppe de devis qui était par exemple, je vais dire un peu n'importe quoi, de 500 000 €. Eh bien, quand le chiffre passait en dessous d'un seuil, on disait: «Ah là là, tiens, il y a une baisse de chiffre il y a une baisse de devis en cours, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe?» On essayait de l'analyser pour mieux comprendre et remettre un petit coup de pouce au niveau de la prospection sur tel ou tel sujet. Donc c'est aussi piloter l'activité commerciale, hein. Donc ça permet vraiment d'avoir cette information, d'avoir des vrais process commerciaux et de les piloter. Alors ça peut se faire, même pour quand on est une personne seule, hein, cette chose-là. C'est-à-dire que, il y a des aujourd'hui, il y a des CRM, tout à fait accessibles, même gratuits, sur lesquels on peut avancer et faciliter son temps. Alors le collaboratif, quand on est tout seul, c'est déjà bien d'être avec soi-même, mais, au moins tout l'aspect centralisation d'informations et pilotage d'informations, voire process, ça peut aider vraiment à gagner du temps et en tout cas à mieux connaître son client aussi. Parce que c'est là que vous verrez comment le client a fait. Donc là, on a fini l'aspect, je vous rappelle qu'on était dans l'état des lieux, mais c'est le gros morceau, hein, du sujet. Il y a aussi tout l'aspect extérieur, tout l'aspect, écosystème. On va devoir regarder un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que, bien avoir cette connaissance sectorielle. Plus que jamais, il faut connaître ses concurrents. Il ne faut pas les négliger et en particulier des nouveaux entrants qui peuvent avoir, ce que j'appelle des business models innovants. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir des gens, qui ont des offres, comparables aux vôtres ou des produits, mais qui par contre ont des modèles, travaillent plus par mode de location ou par mode de prêt ou par des choses comme ça. Donc des nouveaux business models, c'est-à-dire qui ne consistent pas juste à dire: «Je vais acheter le produit», mais donc avec plutôt des modes de remplacement ou des choses comme ça et quand je parle de business model, c'est un exemple, mais il en existe bon nombre d'autres. Donc il faut être particulièrement vigilant là-dessus pour se dire: «Ben moi, si je faisais pareil». Donc l'innovation, vous y avez droit vous aussi, hein. Toute entreprise peut innover. Ce qu'il faut, c'est qu'elle mesure les risques si des fois l'innovation ne marche pas et qu'elle commence à petite échelle, hein, pour qu'effectivement les pertes soient vraiment limitées si tout le travail qui a été fait ne mette pas l'entreprise en péril. Il faut être aussi, extrêmement visible par rapport aux attentes des clients. Notamment, le digital peut apporter beaucoup dans la fluidité des échanges et du suivi, hein. C'est-à-dire que, les clients, peuvent par exemple moi je vois, j'ai eu travaillé avec une agence d'événementiel et bien, cette agence événementielle met à disposition les devis de ses clients
sur un portail client et le client voit ce qui se passe. Alors quelquefois, les propositions sont extrêmement volumineuses. Alors vous allez me dire: «Oui, je les envoie par, WeTransfer et cetera». Oui, mais quand on peut les partager sur des mini sites internet ou voir des choses comme ça, c'est intéressant. Pour le SAV, ce qui est intéressant, c'est que, quand vous envoyez un ticket de SAV ou de support ou quand vous l'enregistrez pour votre client, il a bien envie de savoir où ça en est. C'est-à-dire, est-ce que la balle est dans votre camp, dans le sien? Est-ce que vous allez lui répondre dans 8 jours, dans 3 jours? Est-ce que c'est, quelque chose que vous connaissez et vous allez lui répondre? Donc, voilà. Donc déjà, vous accusez toujours réception, je pense, quand on vous fait une demande au support, mais derrière, il a envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, la transparence et le mode de fonctionnement avec votre écosystème est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a aussi de nouvelles usages, de nouveaux pratiques qu'il faut que vous regardiez effectivement comment vous adapter. On a déjà parlé tout à l'heure des plateformes, mais il y a aussi toutes ces notions d'avis. Donc on a vu dans le parcours client qu'effectivement, la dernière phase, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc là, c'est les gens, qui normalement sont contents et vont pouvoir dire du bien de vous. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on se renseigne sur le net, donc là, on était tout à fait à la première en fin de compte, le parcours, ça boucle comme vous l'avez compris, hein. Les ambassadeurs à la fin donnent un avis, mais c'est ceux qui sont au début du parcours et qui recherchent qui vont lire cet avis. Donc tenez bien compte de toutes ces nouvelles pratiques, des avis, parce que si vous avez des avis, qui sont détestables, il faudra y répondre, il faudra mettre en place des choses pour que ça marche mieux et en tout cas, faut pas que ça vous prête non plus, confusion. Donc faut bien regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous et puis surtout autour de vous, il y a du réglementaire. Alors il y en a un que tout le monde connaît, c'est que les factures vont être digitalisées à partir de 2024. Alors pour les petites entreprises, en termes d'émissions, effectivement, ça sera assez rapidement pour l'émission, mais par contre pour les réceptions, il y a des dates qui peuvent être plus ou moins décalées avec des choses comme ça. Donc je vous invite à regarder, en fonction de votre position, comment vous vous trouvez. Mais en tout cas, c'est pas uniquement mettre une facture PDF avec deux trois choses, il y a des notions de plateforme intermédiaire, privée ou publique. Derrière, il faudra que vous puissiez y accéder en tout cas, et délivrer au bon moment et au bon endroit, les informations, puisque les déclarations de TVA, le fisc ira se servir dans ces outils-là pour pouvoir, gérer votre déclaration de TVA. Une fois que vous avez tout ça, va se trouver, vous allez pouvoir être en mesure de constituer, votre tableau de force, force, faiblesse, opportunité, menace, donc il y a rien de neuf dans tout ça. J'ai rien inventé. Par contre, tout ce que je vous ai raconté avant doit venir forcément se mettre dans ces cases-là et ce qu'il faut, c'est pas dire: «Qu'est-ce que j'ai comme force?» Certains prennent ce tableau puis le remplissent comme ça. Non, c'est plutôt faire ces analyses et ensuite arriver là. Alors ce que font aujourd'hui les gens, c'est effectivement souvent croiser une force avec une opportunité. C'est-à-dire que là, je suis très fort et je vois qu'il y a encore un marché, donc j'y vais, je mets toute mon énergie ici. Et ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de faire des croisements différents, c'est-à-dire de dire: «J'ai une force, mais attention, il y a une menace». Donc ça veut dire que je vais devoir être encore plus fort. Comment je pourrais me renforcer? Alors par exemple, il y a des stratégies de niche qui permettent de vraiment renforcer des choses et de se concentrer sur ce qu'on sera encore plus fort. Bien. Puis ensuite, il y a effectivement, je suis faible, et là, je vois qu'il y a une opportunité. Donc là, si je ne m'adapte pas, si je fais pas quelque chose si je transforme pas quelque chose chez moi et que ma faiblesse, je ne la transforme pas en force, eh bien, je ne pourrai pas aller saisir l'opportunité. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir vous mettre dans une notion d'adaptation importante. Et puis, effectivement, il y a les fameuses stratégies défensives, c'est-à-dire que vous êtes faible, il y a une menace, mais il va falloir limiter quand même les dégâts. Alors limiter les dégâts, ça veut dire quelquefois peut-être savoir renoncer aussi. Vous avez peut-être des offres qui sont en fin de vie, il y en a de nouvelles sur le marché. Ça ne sert à rien peut-être de s'évertuer à les vendre. Il faut peut-être essayer de voir comment on peut innover plutôt sur d'autres et puis celles-ci, les laisser, j'allais dire tomber en désuétude, bien évidemment en protégeant tous vos clients. Donc c'est ça être sur le défensif, c'est en voyant comment on peut quand même conserver ses clients. Donc pensez bien à ces 4 types de stratégies, hein. Généralement, c'est je croise, une force, une faiblesse, enfin c'est en gros je croise quelque chose d'interne sur lequel je peux agir. Parce qu'en fin de compte, le tableau de force, faiblesse, opportunité, menace, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai des caractéristiques internes, mes forces ou mes faiblesses, et je vais pouvoir agir sur ça pour pouvoir me positionner en face de cela. Parce que vous n'allez pas pouvoir agir sur l'externe, hein, ça se saurait si quelqu'un pouvait, et justement la difficulté, certains mettent l'externe et l'interne mélangent un petit peu. Vous ne pouvez pas agir sur l'externe. Par contre, vous pouvez agir de votre côté. Vous pouvez être plus fort, vous pouvez aussi vous transadapter et ça fait partie des choses qui sont importantes pour pouvoir effectivement vous trouver en face de son marché. Mais encore faut-il avoir bien identifié tout cela au préalable. À partir de cela, effectivement, vous aurez vos objectifs. Et là, les objectifs, c'est très important quand on fait une stratégie commerciale, qu'ils soient smart. Alors là, vous avez la définition de smart qui s'affiche, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, un objectif smart, spécifique, ça veut dire que ça concerne quand même certains produits ou certaines offres. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai envie d'être le premier du monde sur tel sujet, mais c'est plutôt, voilà, dans 3 ans, temporellement défini,
je souhaite avoir vendu, ou dans 2 ans, parce que 3 ans c'est un peu long maintenant, plutôt dans 2 ans, je souhaite avoir vendu tant de produits. Comment je vais pouvoir le mesurer? Ben, aujourd'hui, effectivement, j'ai de tels, je travaille avec tels outils qui me permettent de l'avoir. Je sais que c'est atteignable parce qu'aujourd'hui, je vais me doter d'un commercial supplémentaire ou d'une fabrication complémentaire. Et donc, c'est atteignable, je vais atteindre cet objectif. Et donc, je me mets les moyens aussi, c'est réalisable, je me mets les moyens pour y arriver. Donc, c'est ça, définir un objectif. C'est pas uniquement dire, bon ben voilà, on va gagner tant de marge, etc. Ça, c'est des objectifs qui sont stratégiques, mais au niveau opérationnel, il faut vraiment descendre dans ce niveau de détail. Alors pourquoi c'est important? Parce que la stratégie commerciale, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de moyens marketing et commerciaux. On a vu un petit peu, enfin, on va voir un petit peu ce que sont ces moyens pour atteindre vos objectifs d'entreprise. Donc, quand vous avez bien déterminé quelles sont vos cibles, quand sont vos produits, que vous avez déterminé ben, les objectifs, ce que vous voulez faire avec tout cela, et bien là, derrière, il va falloir décliner, écrire cette stratégie commerciale qui va consister à dire ben, maintenant comment je vais faire pour atteindre mes fameux objectifs. Alors, donc là, on arrive, enfin, on avance toujours dans notre process, hein, des étapes, vous avez vu tout à l'heure, du parcours commercial. Donc là, on va pouvoir se poser la question, quels sont les beaux outils pour faire tout cela? Alors, les outils, il y en a un certain nombre. J'ai fait volontairement un nuage de points parce que, en fonction de alors la grosseur, là, n'est pas forcément toujours la même, suivant vos activités, hein. Quelquefois, le pitch, c'est pas forcément ce qu'on mettra en place si on a, différentes choses. Mais enfin, en tout cas, en fonction de vos activités, l'ensemble de ces outils doit être au moins recensé, enrichi en fonction de ce que vous avez aujourd'hui, validé. Et puis, il faut pas oublier là aussi d'évaluer les coûts, parce que quand on fait des plans d'action commerciale, c'est extrêmement important, d'évaluer les coûts, d'évaluer les investissements que vous allez mettre en place et de voir à quel moment vous allez pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a pas effectivement des moyens infinis et donc de le regarder. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important et là, j'insiste aussi sur tout cela, sur la cohérence, comme on est là quand même aussi pour parler du digital qui vous booste, sur la cohérence avec tout ce que vous aurez sur votre site internet, tout ce qui existe sur ce qu'on appelle le print, donc les documents papier que vous pouvez avoir, et tout ce qu'il y a aussi dans les argumentaires développés par vos commerciaux. Parce que s'il y a une incohérence entre tout ça, vous n'êtes plus crédible par rapport à vos clients ou à vos prospects. Donc soyez extrêmement vigilants sur tous ces outils, d'avoir la cohérence sur tous les supports digitaux ou physiques. Et puis après, il va falloir effectivement d'écrire votre plan d'action commercial qui va être votre un plan d'action commercial, c'est vraiment une boussole pour le commercial. C'est-à-dire que ça va permettre de se projeter, c'est-à-dire chacun saura ce qu'il a à faire, donc de s'engager, ça veut dire que, on prend l'engagement qu'on va faire ça et puis, aussi de le piloter parce que quelquefois, bien qu'on prenne un engagement, on n'arrive pas forcément à le tenir pour différentes raisons. Mais voilà, donc on va définir, qui fait quoi, quel moment, pourquoi, comment et on va assigner ces tâches et ce que je vous recommande, c'est de planifier ça sur une année glissante, c'est-à-dire de définir un petit peu vos actions, sur une année glissante. Alors ces actions, quelles sont-elles? Là, je vous donne c'est vraiment un exemple, mais même si vous ne voyez pas le contenu, c'est plus sur le format. Un plan d'action, c'est tout simplement un fichier Excel. Alors il y a tout un tas d'outils de gestion de planning que vous pouvez utiliser, mais j'ai choisi volontairement d'avoir quelque chose d'assez simple, parce que c'est bien aussi quand c'est affiché dans un bureau, tout le monde peut le voir, tous les acteurs peuvent le voir et peuvent sentir les choses, comment se promener. Par exemple, on verra tout à l'heure quelles sont les différentes rubriques qu'il peut y avoir dans un plan d'action. Je vous le redirai, mais dans un plan d'action, on doit avoir ici en colonne des actions, des acteurs, c'est-à-dire qui va faire quoi, quel est le type de travail, est-ce que c'est un rendez-vous, est-ce que c'est du téléphone, est-ce que c'est digital, est-ce que c'est fait par un prestataire extérieur, est-ce que c'est fait par nous, et puis derrière, dans le temps, comment les choses se projettent. Et je vous invite aussi, pour ce qui nécessite des coûts, alors, évidemment, il y a les coûts, internes qui sont le temps que vous passez vos équipes, mais il y a aussi les coûts externes que vous pouvez mettre ici parce que, c'est important de voir un petit peu dans le temps quand tout sera ça fait. L'intérêt de ces choses-là, c'est que vous allez voir les choses de manière à la fois globale et précise. Globale parce que, il peut y avoir, par exemple, les périodes de congé, il peut y avoir, les réunions qui peuvent être globales, il peut y avoir un tas de choses comme ça qui peuvent, changer un petit peu la vue et puis, quand, par exemple, les salons, on prépare en début d'année, j'espère que vous travaillez comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il conviendrait de travailler de manière optimale. Dire: «Cette année, je vais participer à quel salon?» Parce que le salon, ça existe toujours. Un salon, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça peut rapporter beaucoup aussi si on le gère bien. Donc, à quel moment est ce salon? Quels sont ces salons? Est-ce qu'on décide d'y aller?
Avec quels objectifs toujours, hein, c'est aussi, tout à l'heure dans les tâches les objectifs stratégiques, il peut y avoir un objectif qui soit: «Je participe à un salon», mais tel salon, j'y vais pourquoi? Pour montrer quoi? Pour avoir quel retour et cetera? Et surtout à quel moment il faut s'inscrire? C'est typique, généralement pour avoir les bonnes places, c'est 6 mois avant, voire plus pour les très grands salons. Donc c'est important aussi d'avoir cette vue sur un an pour avoir les choses précises et savoir que, l'assistante commerciale ou l'assistante du patron, elle aura peut-être à prendre l'inscription à telle date, on aura à réserver des hôtels, on aura à prévoir des prototypes, on aura à faire ci, à faire là, en temps et en heure. Et tout cela se prépare. Elle se prépare pas la veille, elle se prépare donc des mois à l'avance. Donc quand je parle de se projeter, c'est ça dans cet exemple-là qu'il faut le faire. De la même manière, si vous voulez lancer un nouveau produit ou si vous allez refondre votre site internet ou faire des campagnes sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, etc., eh bien, c'est à quel moment vous allez les faire. En fonction, vous avez peut-être des activités qui sont saisonnières. Donc c'est à ce moment-là que il faut vraiment s'y prendre. S'il y a des événements, hier c'était la Saint-Valentin, certains d'entre vous, souhaitent peut-être avoir des offres promotionnelles pour cette occasion, eh bien il est important de le faire à un bon moment. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vous donnerais des idées de colonnes qu'il y a dans le plan d'action. L'idée, c'est pas de construire un plan d'action en prenant ça et en le déclinant, hein, vous l'avez bien compris, mais normalement dans un plan d'action, on doit retrouver ces éléments-là. On doit retrouver des éléments liés à la notoriété et la communication de l'entreprise. On doit retrouver un sujet sur l'information commerciale. On doit trouver des sujets sur la prospection, avec des objectifs, avec du marketing digital ou du marketing direct, avec aussi des options de rendez-vous, bien sûr. Comment développe-t-on les comptes existants? Comment foisonne-t-on? C'est-à-dire comment va-t-on relancer des clients qui sont un peu endormis ou qui, on pourrait leur vendre peut-être quelque chose de nouveau? Comment fidélise-t-on nos clients? Comment avance-t-on sur ces différents sujets? Comment mettons en place ce qu'on appelle enfin, on verra tout à l'heure de l'NPS, mais Promoter Score, pour récupérer justement tous ces avis, et puis la mise en place de réseaux. Donc voilà quelques thématiques qu'on doit classiquement retrouver dans un plan d'action commercial. Surtout, ce que je vous recommande dans votre plan d'action, c'est de commencer par des actions à petite échelle. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre en place, par exemple, une campagne marketing digital ou bien d'attaquer un nouveau marché, de le faire à petite échelle. Commencer par un petit groupe ou par un petit budget. Voilà. De choisir aussi pour tout ce que vous faites doit être mesuré, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des indicateurs performance, ou les anglo-saxons parlent de KPI, pertinents. C'est-à-dire de dire, par exemple, bien aujourd'hui, nous avons eu tant d'appels entrants, on a fait tant de propositions, on a fait tant de rendez-vous, et puis on a signé tant d'affaires. Voilà. Ça vous permet de savoir en quelque sorte votre taux de transformation à chaque étape. Et ça, c'est des indicateurs extrêmement pertinents, extrêmement importants. Donc de dire comment je dois mieux travailler, à quel niveau. Voilà. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle aussi le Net Promoter Score. Alors ça, je vous invite à vraiment le mettre en place rapidement. C'est très simple. À chaque fois qu'il y a une interaction, par exemple un achat ou une action du support avant-vente, il faut envoyer un questionnaire à un client. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de le faire de manière extrêmement simple. Aujourd'hui, c'est en gros heu, ce Net Promoter Score, ça qualifie, ça permet au client de donner une notation sur la probabilité qu'il vous recommande auprès d'un nouveau client. C'est ça le Net Promoter Score. Est-ce que vous êtes prêt à me recommander? Et vous le notez de 1 à 10. Alors après, effectivement, il y a des gens qui vont vous noter de 1 à 6 qui ne sont pas des gens très intéressés. Les gens de 7 à 8 qui sont ce qu'on appelle les passifs, qui sont là, pas forcément beaucoup d'idées. Et puis il y a par contre les vrais ambassadeurs, c'est ceux qui mettent une note de 9 à 10. Et là, il y a des outils qui permettent effectivement le Net Promoter Score, c'est la différence entre le pourcentage de ceux qui vous recommandent et le pourcentage de ceux qui, au contraire, vous ne recommandent pas, au contraire. Et là, l'idée, c'est d'avoir un nombre qui évolue vers le maximum, vers le haut. Alors, il n'y a pas de maximum atteint, parce que ce qu'il faut, c'est par rapport à votre marché, par rapport où vous êtes, mais le suivi de l'évolution de ce NPS vous montrera que vos clients sont de plus en plus satisfaits, vous trouvent mieux et vous donneront surtout des idées. Puis il y a une première question sur ça, et puis il y a pas des questions qualitatives, pour vous améliorer. L'idée, c'est de vous améliorer pour toujours mieux répondre aux demandes de vos clients, parce que c'est comme ça que vous en aurez de plus en plus, et puis vous arriverez à vraiment développer vos ventes. Donc ça, c'est cette approche-là aussi qu'il faut avoir, de vraiment travailler pour répondre aux attentes de son marché. Mais pour le connaître, il faut interroger ses clients à chaque fois qu'on a une interaction avec eux.
Donc valider les hypothèses aussi que vous prenez pour voir le marché évolue tout le temps, donc ça c'est important. Ne conserver, n'amplifier que les actions qui marchent, c'est-à-dire qu'il faut tester. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui: «Chez vous ça va marcher, chez vous ça ne marchera pas». Il faut quelquefois tester, moi-même dans mes actions commerciales, je teste des choses et puis il y en a certaines que j'amplifie, d'autres au contraire que j'annule parce que ça ne marche pas, c'est comme ça. Mais il faut aussi être patient, c'est-à-dire que les résultats peuvent parfois mettre un peu de temps à arriver, hein, donc c'est un petit peu on compare souvent des fois le commercial, enfin la structuration d'un plan commercial avec la bourse, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose et puis que ça ne marche pas du premier coup, il faut pas arrêter parce que c'est peut-être que ce jour-là, il y a eu un autre événement qui a perturbé ça, quand vous faites un événementiel, si personne ne vient, mais que c'est le jour où il y a une tempête de neige ou bien qu'il y a des grèves de transport, vous ne saviez pas au préalable, eh bien, ça peut être, vaut mieux recommencer et le refaire une deuxième fois. Donc je vous donne des exemples un peu caricaturés, mais c'est un petit peu ça. Alors les KPI, les indicateurs que vous pouvez mettre en place, j'en ai mis un certain nombre ici. Bah, ils sont de 2 natures, hein, c'est monétaire ou c'est quantitatif, ou ça peut être qualitatif comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le NPS. Donc mettez en place toutes ces choses-là, travaillez sur des tableaux de bord qui vous permettront de mieux connaître vos activités, de mieux mesurer comme vous allez et c'est comme ça que vous améliorez. Ça vous ferez pas tout du jour au lendemain, mais au moins vous arriverez progressivement à mieux connaître vos clients, à mieux vous connaître vous aussi et c'est comme ça que vous arriverez à booster vos ventes et tout cela, c'est de l'information commerciale qu'il faut analyser et le digital est très précieux, hein, en la matière. Alors, j'ai mis ici quelques erreurs à ne pas commettre, hein, c'est-à-dire que, heu, faire l'impasse sur le plan d'action, dire: «Ah ouais, elle est gentille avec son plan d'action, mais enfin, on n'a pas tant de choses que ça à faire, c'est pas la peine de le faire». Bah, c'est une erreur, on constate généralement que c'est ça. Penser que sa cible, c'est tout le monde, j'en ai déjà parlé. Alors bâcler la base de données client, oui, votre base de données client, il faut absolument la faire vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent d'entreprise, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui vont dans d'autres entreprises, mais vous pourriez peut-être revenir et cetera. Donc c'est important de tous les acteurs, toute la personne qui a l'information, que ce soit, en back office, la comptabilité ou que vous lisiez un article sur, quelqu'un qui est parti et cetera. Il faut absolument toujours mettre à jour sa base d'informations pour qu'elle soit le plus à jour possible. Ou les réseaux sociaux aussi permettent d'actualiser les bases clients. Oubliez de penser customer centric, c'est-à-dire, dire, «Bah, moi je vends». Non, vous avez un client en face, il faut essayer de se mettre à sa place pour bien comprendre ce qu'il attend de vous et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le monde va marcher. C'est-à-dire que, vous devez essayer de toujours mieux comprendre les attentes de vos clients pour pouvoir lui proposer des produits qui répondent vraiment à ses attentes. Penser que son produit se vendra tout seul, alors ça, c'est classiquement le fait les gens qui me parlent de effectivement, j'ai un site de vente en ligne, mais donc il suffit que j'ai un bon référencement et derrière ça marche. Bah, pas tout à fait, faut un peu faire autre chose, c'est-à-dire qu'il faut toujours, se bouger, il faut toujours, le réseautage, ça marche aussi même quand on a un site en ligne, hein, le réseautage physique, par exemple. Donc il y a toujours toutes les le bouche à oreille, tout cela marche encore, quel que soit le type de commercial et quelles que soient les démarches digitales que l'on a. Sous-estimer les coûts qui influent sur la marge. Alors ça, c'est un point capital. Je vous incite vraiment à avoir des calculs de marge qui soient les plus précis possibles. J'ai bon nombre de clients chez qui je suis avertie, on se rend compte que, c'est mal maîtrisé, parce qu'il y a des regroupements, notamment par exemple, il y a des achats de prestations de sous-traitance qui vont sur plusieurs choses, on a du mal à les répartir, mais on se rend compte que, bah, les entreprises, ne gagnent pas autant d'argent qu'elles pourraient le gagner, hein, pour se développer, pour réinvestir ou même peut-être pour se rémunérer pour le dirigeant et les coûts qui influent sur la marge sont souvent sous-estimés. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus, parce que ça peut avoir une influence bien sûr sur votre performance commerciale. Négliger la concurrence, ne pas jouer sur la durée, j'en ai déjà parlé et puis tout faire soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous demande pas enfin aujourd'hui, les outils sont de plus en plus complexes, donc faites appel à un expert pour ci, à un expert pour là, s'il y a des sujets que vous ne connaissez pas. Regardez aussi sur internet, il y a pas mal de MOOC ou des tutos ou des choses comme ça qui peuvent le faire et vous avancerez, vous aurez plus de compétences, vous acquerrez des compétences ou en tout cas vous entourerez d'experts pour pouvoir avancer sur ces différents sujets. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour vos attentions. Je vous souhaite de bonnes ventes. Donc je vais maintenant répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser et je vais y venir de manière extrêmement détaillée. Heu, et puis je vais aussi vous faire un petit je vais vous faire aussi un petit cadeau, j'ai décidé. Donc tous les gens qui ont été présents ici aujourd'hui, je vais vous envoyer un diagnostic que pour vous, hein, c'est pas pour moi. Ce diagnostic va vous permettre, de voir quels axes vous allez devoir prioriser, notamment par rapport au digital et par rapport aux axes que vous devez mettre dans votre plan d'action. C'est-à-dire sur quoi vraiment il faudrait que vous travailliez. C'est pas évident de savoir sur quoi travailler, hein. Donc ce diagnostic,
Il y a 30 questions, donc ça va vous prendre un petit peu de temps, hein, mais bon, on n'a rien sans rien non plus. Donc il y a 30 questions, vous répondez à ces questions et à la fin, il y a 2 pages, hein, dans le diagnostic, donc vous répondez, c'est un questionnaire en ligne, vous y répondez. Ça génère derrière, un radar dans lequel sont priorisés, en fin de compte, vos axes de travail et puis, en fonction d'une note globale que vous avez aussi, on voit si le travail, il y en a plus ou moins à faire et cetera. Donc j'espère que, ce diagnostic vous aidera aussi et puis n'hésitez pas, me recontacter, à ce qu'on puisse en parler ensemble ou des choses comme ça. Voilà, la contact auquel on peut avancer, sont faites ici. Voilà. Alors je regarde un petit peu les choses, on me dit que la proposition de diagnostic est intéressante, merci. J'ai effectivement pensé que ça pourrait vous aider à tous. Bon, je vois qu'il y a des gens qui me reconnaissent, avec qui j'ai déjà travaillé, merci Delphine. Je vois qu'il y a des gens effectivement qui me disent: «Effectivement, j'ai déjà, vu les erreurs que j'avais pu commettre». Bon, écoutez, tant mieux, ça vous permet d'avancer, j'en suis ravie. La copie de la présentation sera envoyée, hein, comme on l'a dit, Marine vous l'enverra, très rapidement, voilà. Heu, alors faites-vous des accompagnements pour des indépendants? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Contactez-moi, on peut discuter. Effectivement, quand j'accompagne moi, si vous voulez, j'ai accompagné depuis que je travaille, donc depuis, 13 ans. Ça fait 13 ans cette année que j'ai créé mon cabinet spécialisé en développement commercial. J'ai accompagné la plus grosse entreprise que j'ai accompagnée en chiffre d'affaires à de faire plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'en ai accompagné une qui faisait 130 personnes aussi, mais j'ai aussi accompagné des artisans et j'ai aussi accompagné des startups, donc j'ai fait le grand écart. Tout ce que je vous raconte là, c'est vrai, quelle que soit la nature d'entreprise. Ce qui est différent, c'est que les budgets qu'on met en place ou c'est que l'ampleur des actions est de nature différente. Mais tous les sujets existent. C'est-à-dire que, quand on est seul, la visibilité qu'on doit mettre en place, c'est pareil que si on est une plus grosse entreprise, il faut le faire. Alors on n'a pas les mêmes budgets publicitaires, on n'a pas à faire un site peut-être aussi complet, ou on n'a pas à faire autant de choses et parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon, hein. Mais tous les sujets, méritent au moins, de se poser des questions. En particulier, la concurrence, elle est accrue sur ces sujets-là quand on est seul et donc c'est important d'avoir, des choses comme ça. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me fait une remarque très agréable, comme quoi un rafraîchissement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que j'apporte des idées nouvelles ou des choses ou un rafraîchissement des idées? C'est peut-être dans ce sens-là que c'était dit, voilà. Merci pour la présentation. Ah, alors les questions. Il y en a quelques-unes qui ont été posées. Alors, quel est le budget minimum? Ah! Le budget minimum pour faire quoi, David? Je sais pas, le budget minimum, c'est le budget que vous êtes prêt à mettre pour avoir des résultats. Alors, je m'explique. Prêt à mettre en fonction de ce que vous attendez. C'est-à-dire que quand on met de l'argent, on doit savoir on s'attend à avoir un retour, d'accord? Donc, quand je disais tout à l'heure, participer à un salon, c'est 3 000 €, mais si derrière ça vous génère, 30 000 € de vente, enfin je donne des chiffres comme ça, ça peut être intéressant d'y aller parce que vous n'auriez peut-être pas touché ces clients-là si vous n'étiez pas allé au salon, bien. Mais par contre, si vous ne mettez pas en œuvre tout ce qu'il faut pour vendre derrière les 30 000, c'est même pas la peine d'y aller. Ce sera beaucoup trop cher d'y aller. Donc, encore une fois, pour faire appel à mes services, moi je m'adapte. Donc ça, il n'y a pas de budget minimum, ça peut être une demi-journée de conseil. Alors, vous connaissez le prix du conseil aujourd'hui. Ça peut des fois suffire à juste déclencher quelque chose et donc il y a pas de seuil minimum. Vous parliez de CRM gratuit, avez-vous des recommandations? Alors, aujourd'hui, il y a des CRM gratuits, mais il y a surtout des logiciels qu'on appelle freemium. C'est-à-dire que ce sont des logiciels qui vous mettent à disposition, des solutions. Je vais vous en donner un, c'est celui que j'utilise, hein, c'est pour ça que je vais le citer, c'est HubSpot, qui vous permettent d'utiliser des solutions, mais jusqu'à un seuil. C'est-à-dire tant que vous ne dépassez pas tant de clients, tant que vous ne dépassez pas tant de clean, tant que vous ne dépensez pas tant d'envois de mails, par exemple, eh bien, l'usage du logiciel est gratuit et quelquefois, pour les petites structures, ça permet de tester et après, les budgets, effectivement, on rentre à un moment donné, quand vous voulez l'utiliser. C'est vrai aussi, par exemple, pour des questionnaires, il y a des choses comme ça qui sont gratuites ou pour des envois de mails, il y a des outils qui sont gratuits tant qu'on n'envoie pas, une certaine musique. Donc regardez parmi ces solutions-là, qu'on appelle des solutions freemium, c'est-à-dire qu'on peut commencer à les utiliser, gratuitement et puis derrière, si on décide de l'utiliser, on paye, mais c'est quelquefois 20 € par mois, 20-25 € par mois, donc c'est pas non plus des budgets extrêmement importants, voilà. Alors, merci beaucoup pour cette pression. Pourriez-vous nous remettre brièvement le exemple mais vous aurez tous les slides. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tous les slides. Allez-nous récupérer cette belle présentation. Je ne sais pas si elle est belle, mais cette présentation, oui, oui, oui. Vous aurez l'idée aujourd'hui, nous sommes, je rappelais juste quelque chose.
Le programme Académie digitale des PME, il s'inscrit dans un appel à projets financé par BPI France Num, qui est pour vous permettre, de vous former et d'être sensibilisé à des sujets. Donc bien sûr, on vous donne ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie généreuse de pouvoir partager effectivement, un savoir-faire et cetera. Donc, le replay sera donné et les supports seront donnés, voilà. Donc est-ce que j'ai répondu à toutes les questions Marine, tu as regardé? Tu en as vu d'autres ou pas? Non, c'est bon, tu as fait le tour. Bon, bah, écoutez, je suis ravie que ça ait répondu à pas mal d'entre vous sur ces différents sujets et que ça vous permettra en tout cas de bien dynamiser vos ventes. Vous avez ici une adresse email où vous pouvez me contacter si ceux qui d'entre vous souhaitent reprendre contact avec moi, vous allez sur LinkedIn ou bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui figure sur ce slide. Voilà. Super, Marine, c'est merci tout ce beaucoup qu'on fait. Corinne. Oui, merci beaucoup pour ce webinaire. On en a bientôt d'autres en ligne sur notre site internet, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement. On fait en début mars un webinaire sur les nouvelles tendances des réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Corinne, dessus. Bah, merci de votre écoute. Passez à tous une bonne journée. Oui, effectivement. Oui, le prochain, c'est effectivement le panorama des réseaux sociaux, hein, c'est animé par Digispin aussi. Je pense que là, ça vous permettra d'avoir justement, quel réseau utiliser en fonction de mon activité, ça vous donnera des pistes et puis, bah, le rythme aura encore jusqu'à fin juin avec 1 ou 2 webinaires par mois. Voilà, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.